Salut tout le monde, vous vous souvenez de ce jeu absolument magnifique dont j'ai parlé récemment? Et bah aujourd'hui je vais vous apprendre à y jouer. Je vais vous apprendre à y jouer en revanche avec la version Deluxe, donc il se peut qu'il y ait des éléments qui diffèrent avec votre version. Mais ne vous inquiétez pas, le gameplay reste le même, donc ce que je vais vous apprendre pourra être utilisé dans votre version. React The Art of War est un jeu de versus pour 2 joueurs et joueuses dans lequel vous allez choisir un artiste pour tenter de gagner une partie. Chaque artiste a un art et un style de jeu bien différents et pour gagner la partie justement, il faut réduire les points de vie de votre adversaire à 0, sachant que chaque artiste a 3 points de vie. Pour commencer, choisissez un artiste. Ils viennent chacun avec une petite boîte qui contient tous leurs composants. Pour une première partie, il est recommandé de jouer avec The Calligrapher et The Dancer. Mais en fin de vidéo, je vais vous détailler un petit peu les personnages avec un petit peu de stratégie, histoire de vous donner un peu envie d'essayer d'autres personnes. On va commencer par placer les 2 plateaux joueurs face à face. Ensuite, on met les jetons de chaîne sur le plateau comme ceci. Mettez vos 3 Masterpiece Cards sur le côté du plateau et mettez votre artiste sur l'emplacement de départ. Sur votre carte de référence, vous aurez aussi la mise en place supplémentaire qui est spécifique au personnage. Par exemple, The Calligrapher commence avec un steel brush sur un espace adjacent. Quand on parle d'adjacence dans le jeu, on parle toujours de devant, derrière, gauche et droite. Il n'y a absolument pas de diagonale dans le jeu, donc pas de déplacement en diagonale et pas de pouvoir qui vise une diagonale. Une fois que la mise en place de votre perso est faite, je le rappelle qui est sur votre fiche de référence, on va piocher 4 cartes de notre deck et on va commencer à jouer. Un tour de React se joue en 4 manches bien distinctes. On a la phase de Masterpiece qui nous permet d'avancer notre Masterpiece. On a la phase de pioche, là où chaque joueur et joueuse va piocher une carte, même si c'est pas votre tour. Ensuite on a la Main Phase, ou phase principale en français, qui est un peu le gros du jeu quand même, hein. Pendant cette phase, le joueur dont c'est le tour va pouvoir jouer des intentions et le joueur adverse va pouvoir jouer des réactions. Mais je vais y venir sur les intentions et les réactions, ne vous inquiétez pas. Une fois que la main phase est terminée, on va pouvoir refresh nos personnages, c'est-à-dire les tourner, pour pouvoir les rendre à nouveau disponibles. Ensuite, votre adversaire va devenir le premier joueur ou la première joueuse, et un nouveau tour de jeu va commencer. On va détailler chaque tour de jeu en commençant par la Masterpiece Phase. Pour cela, rien de plus simple, prenez une de vos cartes Masterpiece et placez-le sur la piste. Sachez que vous pouvez la placer comme vous voulez sur la piste, il y a 5 emplacements, et vous pouvez prendre n'importe quelle carte de votre Masterpiece. En fait, il y a un espèce de jeu de tic-tac-toe qui se met en place sur la piste de Masterpiece. Un joueur peut décider de vous bloquer et vous pouvez faire de même. Sachez que pour déclarer une Masterpiece, il vous faut les 3 cartes dans le bon ordre. Mais si le plateau est rempli avec 3 de vos cartes mais que c'est pas dans le bon ordre, on fait quoi? Vous pouvez alors, à ce moment-là, échanger 2 cartes de la piste avec 2 de vos autres cartes qui sont déjà présentes sur la piste. Ou bien bouger une seule carte sur un emplacement libre de la piste. Si votre Masterpiece est fini, il se passe un truc plutôt cool. Votre personnage peut se retourner sur son autre face et il est déclaré comme étant Ascend. Quand votre personnage est Ascend, vous allez avoir un espèce de coup ultime. Pensez à une super à la Street Fighter. Une fois que le coup ultime est utilisé, vous allez descend votre personnage, c'est-à-dire le remettre sur sa phase standard. Sachez que si vous êtes Ascend et que vous remplissez à nouveau votre Masterpiece dans le bon ordre, rien ne se passe, on ne peut pas être Ascend 2 fois en même temps. En revanche, vos cartes restent sur le plateau et vous pourrez redevenir Ascend à partir du moment où vous aurez Descend. Et d'ailleurs, il n'y a pas de limite au fait d'être Ascend pendant la partie, hein. C'est autant de fois que vous le voulez ou plutôt que vous le pouvez. La phase de Masterpiece est finie, on passe à la Draw Phase. Et là, rien de plus simple, il s'agit de piocher une carte, que ce soit vous ou votre adversaire. Sachez que pendant le premier tour de la partie, vous piochez aussi une carte. Donc en fait, vous allez piocher 4 cartes par rapport à la mise en place, puis une carte supplémentaire au moment de la Draw Phase. Voilà, pour la Draw Phase, on va passer à la Main Phase. Et pour ça, il va falloir que je commence à vous expliquer les types de cartes qu'on trouve dans React. Tout d'abord, il y a les cartes Intention et les cartes Réaction. On les reconnaît à la couleur, une carte Intention a une box bleue, et les réactions, une box orange. Il se peut que les cartes aient un coût, dont vous devez vous acquitter immédiatement. Les coûts se trouvent dans la box et peuvent varier. J'aimerais aussi prendre le temps de parler des Action Cards et des Ability Cards. Les Action Cards sont les cartes de votre deck. Une fois qu'elles sont jouées et que la chaîne a été résolue, elles partent en défausse. En revanche, les Ability Cards sont les capacités d'un personnage, donc elles ne vont pas en défausse. Une fois résolues, elles reviennent devant vous. Par exemple, la carte de personnage de la calligraphe peut être jouée comme une intention en payant son coût qui est de exhaust la figurine, c'est-à-dire la mettre sur le côté. Mais une fois résolue, la carte revient devant vous. Mais vous ne pourrez pas jouer la carte de personnage de la calligraphe 2 fois dans le même tour, car le coût pour jouer la carte est de l'exhaust, sauf que si elle est déjà exhaust, on ne peut pas en payer le coût, du coup on ne la joue pas.
Il est temps que je vous parle de la petite mécanique, le petit truc qui fait que le jeu est super intéressant. Et je parle bien entendu de la chaîne. C'est une chaîne. J'ai pas trouvé plus grand comme chaîne. La chaîne, c'est ce qui va définir quelle action on prend et dans quel ordre. Une chaîne commence toujours par une carte intention, les cartes bleues. Une carte réaction ne peut pas être jouée comme une intention. Et la chaîne se résout quand aucun joueur ou joueuse ne décide de réagir ou que la chaîne a atteint 5 cartes. Je vous montre un petit exemple. Je décide de jouer comme intention la carte Swords Resolution de la Fortune Teller. Son coût que je dois payer immédiatement est de cibler une zone. Je prends donc le petit jeton que je place sur la zone voulue. L'effet de ma carte est le suivant, si je suis adjacent à la zone ciblée, j'inflige un dégât sur la zone. Ça tombe bien, je suis à côté de la zone de la calligrapheur, et elle est la cible de mon attaque. Elle peut, si elle le désire, réagir à ma carte en jouant une réaction. Elle décide de réagir avec Flowing Ink, elle paie son coût en choisissant une direction. Je peux, si je le décide, ajouter une réaction à sa réaction. Je le fais pas pour les bienfaits de cet exemple. On résout toujours la chaîne de 5 vers 1. C'est-à-dire que la dernière réaction qui a été jouée sera la première carte à être résolue. On résout donc la carte Flowing Ink en premier. Son effet est de Ink un artiste ou une invocation, elle choisit de Ink la Fortune Teller. Et la deuxième partie de l'effet est faire bouger tous les artistes ou summons qui sont Ink d'un espace dans la direction qui a été choisie au moment de payer le coût de la carte. Elle fait donc reculer la Fortune Teller. On résout ensuite la carte Swords Resolution. Malheureusement, la Fortune Teller n'est plus adjacent à la zone, elle ne pourra donc pas appliquer l'effet de la carte. Et on vient de résoudre une chaîne. Une fois qu'une chaîne est résolue, on enlève toutes les cartes qui vont en défausse vont en défausse, et les cartes Ability reviennent devant vous. A partir de là, le turn player peut décider de rejouer une nouvelle intention afin de commencer une nouvelle chaîne. Le turn player peut engager autant de chaînes qu'il le veut ou qu'il le peut pendant son tour. Une fois que le turn player décide de ne plus jouer d'intention, on passe à la phase de fin. Phase de fin ou end phase dans la règle, c'est la phase où en fait on va refresh nos personnages, c'est-à-dire les retourner dans le sens actif. On va faire ça que ce soit pour le turn player ou pour l'adversaire. Puis à la fin de la end phase, votre adversaire devient le turn player et il pourra jouer à son tour ses intentions. La partie s'arrête quand un joueur ou une joueuse perd 3 points de vie. Pour traquer les points de vie, rien de plus simple, vous retournez une de vos cartes Masterpiece. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne change rien du tout à la Masterpiece phase, c'est juste pour indiquer que vous avez perdu un PV. Sachez que vos invocations ont aussi des points de vie, sauf qu'elles en ont qu'un, donc à partir du moment où elles se font toucher par un dégât, elles sortent du plateau, mais vous pourrez les réinvoquer quand vous voulez. Et ben voilà, on a fait le plus gros de la règle. J'aimerais prendre un petit moment du coup pour parler un petit peu avec vous des persos supplémentaires, un petit peu c'est quoi leur gimmick, et vous les présenter. La calligrapheur est une experte du contrôle de zone. Elle va pouvoir invoquer des seal brush qui vont faire le gros de son dégât. Elle peut ink ou bien ancrer des artistes ou des invocations, que ce soit les vôtres ou les siennes. À partir du moment où vous êtes ink, la calligrapheur peut manipuler votre mouvement, comme vous faire bouger ou bien exhaust vos figurines. C'est important de faire attention à vos figurines ink, car si elle vous exhauste tous vos modèles au début de son tour, vous aurez moins de possibilités de jeu. Il se peut d'ailleurs que vous vous fassiez one-shot si vous ne faites pas attention. La Fortune Teller, elle vient avec des cartes de tarot. C'est un personnage intéressant qui peut vous retourner le cerveau car elle peut manipuler le futur. Et quand je parle de futur, je veux bien parler de la chaîne. Elle peut placer, si elle le souhaite, des cartes face cachée sur la chaîne à diverses positions, ce qui la rend difficile à cerner en fait. En plus de ça, des cartes de tarot ont des effets différents. Les cartes ont 2 états, soit à l'endroit, soit à l'envers. Quand une carte est à l'endroit, on peut la dépenser comme ressource pour payer le coût de certaines cartes. Elle n'a pas d'invocation, mais avec la manipulation de chaîne, elle peut devenir imprévisible très vite. Je vous recommande fortement de garder des réactions pour le moment où elle va révéler ses cartes face cachée sur la piste. Le tagger, c'est un personnage super agressif. En tant que graffiti artiste, il va poser des murales de tag et va pouvoir en profiter pour poser des combos sur son adversaire. C'est l'un des persos avec les mouvements les plus énervés du jeu et il va vraiment vous donner du fil à retordre. Si je peux vous donner un petit conseil pour contrer, c'est de faire attention à ces murales, parce que c'est sa seule opportunité de dégâts. Si vous arrivez à contrôler une zone où il n'y a pas de murale, vous allez le voir transpirer. La tattoo artiste est assez intéressante car elle ne peut pas prendre de dégâts.
Quand vous faites du dégât à la Tattooist Artist, elle sort du plateau. En revanche, ces petits lapins tout mignons, eux, ils prennent du dégât. Et tapent dans les points de vie du perso. Sauf qu'elle peut donner à ces lapins des tatouages qui leur permet pas mal de choses. Ma stratégie pour battre ce perso, c'est de tabasser la tatoueuse pour qu'elle sorte du board et ensuite c'est au tour des lapins. Mais elle a des possibilités de comeback vraiment intéressantes et dangereuses, donc il faut faire un petit peu attention à ses boules de poil. Le sculpteur, c'est un perso assez rigolo. Vous voulez invoquer un nombre stupide de petites créatures pour ensevelir votre adversaire, c'est le perso qu'il vous faut. Par contre, toute la mécanique du perso est d'invoquer et de sacrifier des summons pour gagner. Donc c'est un perso difficile à jouer, je vais pas vous le recommander pour démarrer. Mais pour le battre, comment on fait ? Rien de plus simple, concentrez-vous sur ces summons avant qu'il les sacrifie pour en invoquer des plus forts. En fait, le perso il joue un peu à Yu-Gi-Oh! Ne le laissez pas invoquer ces grosses bestioles. Le danseur, c'est un perso que j'aime bien. Toute sa stratégie, c'est de se déplacer pour poser des jetons écailles sur le plateau. S'il a un certain nombre d'écailles sur le plateau, il peut invoquer des poissons. Le personnage est extrêmement mobile et surtout avec des réactions de mobilité, donc pas facile à coincer. Mon conseil pour le battre, ce serait de retarder le plus possible la réussite de sa masterpiece. Parce que c'est à ce moment-là que ces poissons deviennent dangereux. Donc si vous arrivez à sortir les poissons du board et à l'empêcher de terminer sa masterpiece, à part beaucoup se déplacer, le perso il va prendre cher. The Painter, c'est un personnage qui vient sans deck, mais avec à la place une mécanique de dés. Elle va pouvoir renforcer ses cartes équipement avec, et c'est un perso plutôt simple à jouer. Mais avec une capacité offensive puissante pour la fin de partie. Une stratégie pour la battre ? Tu lui casses la gueule. Non, plus sérieusement, elle va vous engager dans une espèce de guerre d'attrition qui va bouffer vos ressources. Donc il faut bien jouer vos réactions et ne pas répondre à chaque fois. Jouez une réaction quand vous êtes sûr de pouvoir sortir une de ces summons. Vous trouvez le jeu pas assez complexe et vous voulez un personnage dans la programmation et sa mécanique principale, j'ai le perso qu'il vous faut. The Animator est sûrement fait pour vous. Il va utiliser ses frames d'animation afin de prévoir ses actions. C'est un peu le personnage mange-cerveau par excellence. Sauf que ce perso-là, il est énormément dépendant de ses summons. Et son nombre d'action est limité par son nombre de summons d'ailleurs. Une bonne stratégie serait de bloquer ses invocations et les sortir au moment où vous pensez qu'il va faire quelque chose de spécial. Une stratégie un peu bourrin fonctionne aussi bien contre le perso car il n'a pas la même mobilité que le danseur par exemple. Et je ne vais pas vous parler de deux persos supplémentaires, à savoir le Storyteller et le DJ, car ils sont disponibles uniquement dans l'édition Deluxe Kickstarter, et je n'ai que le DJ. Donc en fait, je vais pas faire l'un sans l'autre, c'est bizarre. Donc je ne vous en parle pas, sachez qu'ils existent. Et si je peux vous donner un avis très rapide sur le jeu, c'est que vraiment c'est un jeu qui a été fait avec amour, que ce soit au niveau du gameplay ou des visuels, ça se voit vraiment, il y a eu du beau taf. Et si vous hésitez à acheter le jeu, essayez-le sur Tabletop Simulator. Si vous voulez, il y a le Discord, je vous le mets à l'écran comme d'hab, je sais plus où. Si vous voulez jouer à Tabletop Simulator avec moi ou avec d'autres personnes absolument formidables, et si vous venez me voir et que vous me dites « Eh Salem, j'aimerais bien faire une petite partie de React », et ben vous venez, pas de soucis, on se cale ça et on joue ensemble tranquillou. Et on a fait le tour, j'espère ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, je le mettrai en commentaire épinglé. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À une prochaine. Ciao.